On reprend la simulation de cette mission Apollo 8. Et donc, je rappelle la situation. Nous avons effectué la TLI, Translunar Injection. On est donc en route vers la Lune, qui devrait se trouver plutôt derrière nous, mais qu'on ne voit pas à ce stade parce que probablement la lumière du Soleil ne nous permet pas de la voir et que elle n'est pas éclairée. Donc on est probablement en phase de nouvelle lune. On peut la faire apparaître. On peut la faire apparaître. Alors on va demander. Voilà. Et donc elle est là. Donc là, cette fonctionnalité permet de la faire apparaître, mais en réalité, voilà, on ne la voit pas. Elle est invisible à ce stade. Donc, dans cette phase d'injection translunaire, donc le voyage vers la Lune à proprement parler, nous avons effectué une première correction de trajectoire à guette 11 h pile, donc il y a 5 minutes, et on s'est orienté face à la Terre pour les communications. Et nous sommes en rotation lente, dite barbecue roll, qui permet de garder, d'exposer aux rayons du soleil et donc à la chaleur de ce rayonnement toutes les parties du CSM alternativement, et d'éviter donc les différences de température en permanence qu'il pourrait y avoir entre ce côté-là qui chauffe et ce côté-là qui se refroidit. Donc, on va reprendre notre plan de vol. Et ce plan de vol, eh bien, nous conduit maintenant à faire une deuxième correction de trajectoire. Alors, je rappelle que la dernière correction de trajectoire que nous avons effectuée, ça a été une poussée de 6 dixièmes de seconde, c'est-à-dire extrêmement brève. Et donc nous avons une deuxième correction de trajectoire qui doit avoir lieu à 60 heures. Donc alors exactement à 60h59, donc quasiment 61 heures, donc à 50 heures de là, donc dans 2 jours. Donc évidemment, on ne va pas rester là 2 jours à regarder tourner notre CSM. On va accélérer la, la simulation. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur les paramètres et on va déjà pré-régler la prochaine correction. Donc, on reste en mode heading qui va donc définir l'angle suivant lequel nous allons rentrer en orbite autour de la Lune. Ici, TLCC signifie qu'on fait une correction de course translunaire, Translunar Course Correction. C'est pas le terme employé par la NASA. La NASA a utilisé le MCC dans le cas des missions Apollo, Mid Course Correction. L'horaire d'injection sera fixé manuellement. On se base comme référentiel par rapport à l'écliptique. Donc l'objectif qui n'a pas changé, c'est d'être au périgée lunaire à 69 h 9 minutes, c'est-à-dire 2 minutes après la mise en route de la poussée de rentrée en orbite lunaire qui doit avoir lieu à 69,08.
on aurait pu mettre une seconde de plus. Je vais la rajouter. Voilà. On veut approcher la Lune au plus près à 111 km sur cette trajectoire-là. Donc l'angle d'arrivée, ah bah tiens, puisqu'on a la Terre ici, je vais réexpliquer ça. Donc bon là, la Terre n'est pas orientée correctement, mais peu importe. En plus, elle est en train de tourner. Donc imaginons que le nord soit ici à la verticale. Ça correspond à un angle de 0 degré. Ici 90 degrés. Ici 180 degrés au sud et 270 à l'ouest. Donc en fait, un angle ici de 270 degrés signifierait qu'on aurait une trajectoire horizontale là, par rapport à cette position-là. Et en fait, le fait de rajouter 12 degrés,3 nous donne une inclinaison de 12,3 degrés ici vers le haut. Vers le haut ou vers le bas n'a pas grande importance, puisque en fait, si on monte de ce côté, on redescend de l'autre. Donc c'est plus 12 degrés d'un côté et moins 12 degrés de l'autre. Donc on aurait très bien pu faire une rentrée comme ça avec 270 moins 12,3 degrés, ça fonctionnait aussi. Mais c'est cette valeur-là qui nous a donné un temps de poussée minimal. Et donc on a choisi cette valeur-là. Bien, maintenant on va fixer l'horaire de la prochaine poussée. Donc on avait dit 60, 59, 56. Bon, on peut le mettre à 61. C'est tout bon. Allez, 60, 59, 56. Je pense qu'en fait ils avaient prévu de faire une poussée à 61 et que historiquement elle a eu lieu 4 secondes plus tôt. On peut essayer de reproduire la même chose, c'est pas très important. Voilà, donc on a les paramètres de la poussée qu'on doit faire dans 50 heures environ. On peut demander le calcul et le calcul ne donne pas de solution. Donc il va falloir jouer. Alors si on veut respecter les temps d'arrivée, le temps d'arrivée, la distance et l'angle d'entrée, c'est sur le TIG qu'il va falloir jouer. Donc essayons de voir si on a des solutions possibles. Alors ce qui m'embête, c'est le flight heading out of range là, qui est un petit peu ennuyeux. J'ai l'impression qu'en fait on ne peut pas avoir cet angle d'entrée. On va essayer quand même en changeant, on va rajouter 10 minutes, en enlever 10, etc. Donc effectivement ces méthodes de calcul sont quand même un petit peu pénibles. Je ne sais pas concrètement d'ailleurs s'ils essayaient plusieurs solutions avec les ordinateurs, mais j'ai peur que malheureusement ça ne fonctionne pas. On va essayer avec 10 minutes de moins. Non. Alors, dans ce cas-là, on va remettre 61. La seule solution qu'on ait, à mon avis, c'est de changer l'angle. C'est assez ennuyeux, mais on va pas pouvoir faire grand-chose d'autre. Donc on va changer l'angle ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah, donc, alors, ça tombe bien. Tout à l'heure, je disais que donc on avait prévu un angle d'entrée qui était
dirigé vers le haut avec 270 plus 12,3, et bien visiblement on va devoir viser plus bas cette fois-ci, et donc de rentrer comme ça. Et donc si on enlève, donc là on a 270 moins 10, ah ça fait 60. Alors est-ce qu'on peut aller jusqu'à 12,3? On va essayer. Voilà, ça fait 12,3, 270 moins 12,3, si je me trompe pas. Et par chance on a une solution. Donc on va avoir le bon angle d'inclinaison par rapport à la Lune, et on va avoir la bonne distance et le bon horaire d'arrivée au périgée. D'ailleurs, l'horaire d'arrivée au périgée, alors, donc l'horaire d'arrivée au périgée, donc comment dire, la poussée d'injection translunaire, oui c'est 4 minutes, donc c'est 2 minutes. 2 minutes après avoir allumé l'injection en orbite. Donc normalement ça devrait être 6-20. 10-20 pardon. Donc on va rajouter les 20 secondes ici pour être beaucoup plus précis. C'est aussi l'objectif de ces corrections au fur et à mesure, c'est d'avoir des résultats de plus en plus précis. Donc ça c'est parfait, ça c'est parfait, et ça c'est parfait. Et là on est à 61,00, à 4 secondes près. On peut éventuellement faire cette correction de 4 secondes. 4, voilà. Est-ce que j'ai une solution? Oui, même un peu meilleure. 24 secondes de poussée quand même. C'est pas rien. C'est 2 fois supérieur à la poussée historique qui était de 11 secondes. Bon, je pense pas que ça nous porte vraiment préjudice, et je pense que on pourra, on gardera suffisamment de carburant quand même pour freiner, se mettre en orbite sur Terre, et puis ensuite revenir en orbite autour de la Lune, et revenir ensuite sur Terre. Ok, donc tout est en ordre. Donc voilà, il nous reste 178 000 secondes, hein, donc on avait fait le calcul à peu près 2 jours. Donc maintenant, ce qu'on va faire, petite sauvegarde au cas où, et on va accélérer la simulation. Attention, ça va tourner très vite, gare au mal de mer. Et donc même à x1000, on va être obligé d'attendre 3 minutes avant que on arrive. Donc, tant qu'on a la Terre là en face de nous, ça veut dire que le barbecue roll est correct, on a une communication correcte avec la Terre. On voit qu'on s'écarte un petit peu. Donc ce qu'on peut faire, c'est une légère correction. Voilà, c'est pas encore nécessaire. Voilà, là on va la faire. Voilà, on va se recentrer sur la Terre. Hop, je me suis trompé de sens. Voilà. Ça me paraît pas mal.
Après c'est pas... mince, à chaque fois je me trompe. Voilà. J'ai relancé a priori la rotation, non, elle est pas partie. Voilà. Parfait. Donc de nouveau on a aligné nos antennes vers la Terre. Donc on voit toujours pas la Lune. Et on accélère à nouveau la simulation. Donc ici, là, on voit qu'il nous reste encore 128 000 secondes. Donc pas loin de 2 minutes de rotation rapide, enfin d'accélération de simulation. Transmission is coming to you approximately halfway between the moon and the Earth. We've been 31 hours, about 20 minutes into flight. We have about less than 40 hours left to go to the moon. Showing you the Earth, it's a beautiful, beautiful view with predominantly blue background and just huge covers of white clouds. Particularly one very strong vortex up near the Terminator. Very, very beautiful. Donc là, on a eu un message, un extrait de tous les messages échangés entre les astronautes et le Mission Control. Les astronautes qui disent qu'ils sont donc approximativement à mi-chemin entre la Terre et la Lune, et l'observation qu'ils font de la Terre leur paraît tout à fait merveilleuse. Personne n'avait jamais vu la Terre d'aussi loin. Personne n'était jamais allé aussi loin dans l'histoire de l'humanité. Et c'est la première fois qu'effectivement on voyait la Terre dans sa globalité. Comme je l'avais dit au début de la simulation, aujourd'hui les astronautes qui vont dans la Station spatiale internationale volent à 400 km d'altitude de la surface terrestre. Et donc ils n'ont pas l'opportunité de voir le globe là comme ça. Ils ne voient pas l'intégralité enfin, en tout cas la moitié de la surface terrestre comme peuvent le faire les astronautes d'Apollo 8 pour la première fois. Et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu ce point de vue sur la Terre. On commence à approcher 72 000 secondes. Voilà, 10 heures. Non, 6 heures, pardon. Alors, là, on s'est un peu écarté de la position à nouveau, donc on va de nouveau la rectifier. On est quand même à près de 10 heures, donc là, ça vaut quand même le coup qu'on consomme un petit peu de carburant. Voilà. Et c'est reparti. Houston, what you're seeing is the Western Hemisphere looking
the top is the North Pole. In the center, just lower to the center, is South America, all the way down to Cape Horn. I can see Baja California and the southwestern part of the United States. There's a big long cloud bank going northeast. Covers a lot of the Gulf of Mexico, going up to the eastern part of the United States. And it appears now that the east coast is cloudy. I can see clouds over parts of Mexico. The parts of Central America are clear. And we can also see the light bright spot of the subsolar point on the light side of the Earth. Donc voilà, l'astronaute, je ne sais pas lequel, a fait un commentaire de ce qu'il voyait qui correspond à la description des nuages près évidemment, mais qui correspond à ce qu'on voit ici. Donc il expliquait qu'il voyait un tout petit peu la Californie, la côte est des États-Unis, le golfe du Mexique, l'Afrique du Sud et le continent antarctique. Okay, for colors, the waters are all a sort of a royal blue. Clouds, of course, are bright white. The reflection off the Earth appears much greater than the moon. The land areas are generally a brownish, sort of dark brownish to light brown in texture. Many vortices and clouds can be seen of various weather cells. And that long band of cirrus clouds that extend from the entrance to the Gulf of Mexico going straight out across the Atlantic. The Terminator, of course, cuts through the Atlantic Ocean right now, going from north to south. The southern hemisphere is almost completely clouded over. And up near the North Pole, there's quite a few clouds. Southwestern Texas and southwestern United States is clear. I'd say there's some clouds up in the northwest and over in the northeast portion. Bien, donc il a fait un petit bilan météorologique, mais qui évidemment n'est pas géré par la simulation, qui ne peut pas reproduire les conditions nuageuses identiques à celles qu'il y avait en 1968. Donc là, on approche de l'horaire. Je vais ralentir la vitesse de simulation. Je vais me placer à environ 1 heure pour refaire le calcul, en espérant qu'il n'ait pas trop changé. Voilà. Donc c'est dans 1 heure. Alors on fait le calcul. Donc on avait 80-87. Ça n'a pas changé. Donc, toujours 24 secondes de poussée. On a bien une solution, on a bien tout ce qu'il faut. Allez, avançons un peu. On va aller à 30 minutes maintenant. Voilà, 31 minutes. Recalcul. Pas de changement. J'enclenche l'auto-burn. Et donc maintenant, on va attendre que la poussée ait lieu. Est-ce qu'on voit la Lune? Personnellement, je la vois toujours pas. Elle devrait être quelque part par là. Si on s'en tient à ce qu'on avait repéré la dernière fois, on va refaire la même opération. On va essayer de l'afficher. Ah, elle est là. Ah, elle est beaucoup plus grosse, mais malheureusement, on ne la voit pas vraiment. Ouais. Ou un faible terminateur ici. Donc en fait, le soleil, la Lune est entre nous et le soleil, et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas la voir. Là, on la voit peut-être un petit peu mieux ici, là. Mais bon,
c'est pas encore pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui peut-être, mais pas pour maintenant. Pour aujourd'hui même certainement puisque, en fait là, donc, on est à 60-29 et on va entrer, enfin on va faire la poussée pour entrer en orbite lunaire à 69,08, donc dans 8h30 environ. Donc maintenant, ça va aller très vite. Probablement, notre vitesse va accélérer à cause ou grâce à l'attraction de la Lune qui va forcir. Ici, je vais changer de vue, je vais mettre le moniteur de vol du Lunar Transfer MFD, comme je l'avais fait précédemment. Voilà, donc ça c'est notre trajectoire d'entrée sur la Lune, et nous on est au bout de cette ligne là-bas. Donc on va arriver comme ça. Bien. Et bien, maintenant, avançons. Alors là, en fait, on va faire ça. Ah, j'ai zoomé énormément. Ouais, je vais régler le zoom avec... voilà, normalement, on devrait être zoomé à peu près comme ça. Voilà, donc on voit que la Terre s'est nettement éloignée hein, par rapport au point de vue qu'on avait antérieurement. Bien, on va se mettre à l'extérieur et on va regarder ce qui se passe. Et pour observer le mouvement de positionnement de notre CSM, voilà, là je me suis référé, enfin, je suis orienté sur l'espace tout entier, donc en fait on bouge pas par rapport aux étoiles, et si le CSM bouge, ce qui va probablement être le cas, ah voilà, on a vu ce moteur s'allumer là, donc je le rappelle, l'objectif c'est d'effectuer une poussée d'une durée déterminée dans une direction déterminée. Donc le moteur va pousser tout droit pendant un temps très précis qui est géré par l'ordinateur de bord et le positionnement du CSM relativement justement à l'ensemble des étoiles et aux trajectoires qu'on doit suivre est géré lui aussi par l'ordinateur. Alors objectivement, s'il était nécessaire, les astronautes pourraient conduire la procédure manuellement. C'est ce qu'ils ont dû faire d'ailleurs quand il y a eu l'accident Apollo 13 où ils avaient plus ce moteur-là à disposition, donc ils ont dû utiliser le LEM pour effectuer une poussée de correction, comme celle-ci là, pour pouvoir arriver avec le bon angle d'entrée sur Terre. Et, et en fait, bah, évidemment, l'ordinateur n'était pas prévu, je pense, encore que je suis pas sûr de ce que je dis là. Non, mais je pense que l'ordinateur n'était pas prévu pour effectuer la poussée à la fois du LEM et du CSM. Et donc, Houston leur a donné l'ensemble des paramètres de poussée, donc direction et durée de la poussée. Et, et ils ont fait le travail comme ça. Bien, donc on est à 60 secondes. Et là, on va avoir une poussée quand même bien visible puisque c'est 24 secondes. 48 secondes.
Alors peut-être on aurait pu diminuer le temps de la poussée en changeant l'horaire de la poussée, mais bon, j'ai cherché à rester historique sur les horaires. Dans 10 secondes normalement. Burning. J'interviens pas là parce que c'est pas très intéressant, hein. Houston, follow 8. Go ahead. Roger, burn on time, angles nominal. Burn time about 12 seconds. 0.2 feet per second left in the Delta VC. 0 in VGX. We have transferred the results of the burn over to the lens slot with burn 66. Roger. And got a couple of items to clean up. So we'll get you an RCS budget. We've got one red line now. We're trying to get some firmware numbers for you, and we'll have those in. Ils ont coupé le sifflet assez brutalement. Donc en fait, on a entendu les astronautes donner les paramètres de vol et indiquer comment s'est déroulée la poussée. Attendez, alors ce que je vais faire, et justement, alors, profitons-en, on a entendu que les messages étaient extrêmement parasités, et c'est probablement parce que, en fait, à cause de la poussée qui venait d'être effectuée, le CSM avait pas ses antennes qui étaient orientées vers la Terre, et donc la qualité de la communication était extrêmement mauvaise. Et là, bon, on s'aperçoit que notre CSM là est en train de se réaligner progressivement avec la Terre. Je vais moi, d'ailleurs le réaligner en même temps. Et donc effectivement, la qualité des communications redevient meilleure. Alors, c'est un pur hasard hein, que les choses, dans le cas de la simulation, se soient présentées probablement comme elles se sont présentées historiquement, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait poussé exactement dans la même direction qu'Apollo 8. Mais bon, voilà, ça peut expliquer en partie comment les choses ont pu se dérouler approximativement. Donc là, je vais même pas chercher à viser précisément, je vais juste m'aligner approximativement. Et donc dans le message, ils ont annoncé qu'ils avaient poussé pendant 12 secondes, c'est-à-dire moitié moins que ce que nous avons fait. Et ils ont indiqué que tous les paramètres étaient à 0. Alors ça, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Je mets en barbecue roll. Voilà. C'est que ici, là, en fait, voilà, l'ensemble des paramètres ici
Donc on avait une vitesse à appliquer, moins 26 sur, donc il fallait se freiner de 26 mètres par seconde. Il fallait, mettre un angle, enfin, comment dire? Vers, le comment vous dire? Bon, alors vers l'intérieur de la courbure de trajectoire, il fallait courber, davantage la trajectoire à raison de 1 mètre par seconde, et le troisième axe perpendiculaire aux 2 précédents là, hem et il fallait lui rajouter, 76,52 mètres par seconde. Ça, je pense que ce chiffre-là, c'est à cause du fait qu'on a complètement changé l'inclinaison. Parce que c'est effectivement le type d'angle qui est susceptible de changer l'inclinaison. Donc en fait, on n'aurait pas dû viser, au départ, l'inclinaison. Cette correction pour l'inclinaison, on aurait dû juste la faire au dernier moment maintenant. Peut-être eux, ils avaient visé 270, et puis ensuite, sur la deuxième MCC, effectuer le calcul, pour, heu, pour pousser et compenser, l'inclinaison, qu'ils désiraient avoir à l'entrée sur la Lune. Malheureusement, on n'a pas les, oh si, ça doit pouvoir se trouver d'ailleurs, l'ensemble des paramètres de poussée, mais bon, là, ça devient vraiment, du gros détail. C'est de reproduction historique, et c'est un peu compliqué de faire ça. Bien, donc maintenant, on a fait la dernière correction de poussée. Tout à l'heure, j'ai, entrevu la Lune. Alors, bon, on a toujours un petit terminateur, voilà, ici. C'est très subtil, mais on est en train de s'approcher. D'ailleurs, la Lune est bien plus grosse que la Terre, hein, maintenant. Hem et heu et donc, la prochaine phase, de notre voyage, ça va être, l'insertion en orbite lunaire, et cette insertion en orbite lunaire, elle va avoir lieu, bah, à 69,08, c'est-à-dire dans 8 h 02. Donc ça va arriver très vite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'approcher de cette date avant de commencer à lancer des calculs. Je pense que les calculs, il n'est pas certain qu'ils soient en capacité de les faire. On peut lui demander. Donc la phase suivante, c'est la LOI, Lunar Orbit Insertion. Et donc, alors, en mode avancé, on va fixer l'apogée et le périgée. Donc le périgée, on a dit que c'était 111 km, c'est ce qu'on avait réglé jusqu'à présent. Et l'apogée pour la LOI, l'apogée historique, c'était 315 km. C'est-à-dire qu'on fait une orbite très elliptique, là, comme ça, qui va venir ici 3 fois plus haut de ce côté-là que de ce côté-là. Alors évidemment, pour refermer maintenant cette gigantesque ellipse qui fait le tour de la Terre, là, il va falloir freiner, pas pousser, freiner approximativement ici, de façon à ce que on retombe plus près de la surface. Si on freinait totalement, bah, on viendrait, si notre vitesse était nulle, on tomberait directement sur la Lune. Si on avait une vitesse très modeste, on retomberait par ici. Mais en fait, on va garder quand même suffisamment de vitesse pour faire le tour de la Lune, mais pas trop loin. Alors, ensuite ici. Alors, ça c'est le système de référence qu'on utilise pour mesurer notre position. Et j'avais évoqué le point dans Apollo. En fait, à l'époque, il n'y avait pas de GPS, pas de satellite en orbite autour de la Lune, quoi que ce soit. Et donc aucune possibilité de se repérer dans l'espace, à part par rapport aux étoiles, avec un système de gyroscope, accéléromètre, etc., qui était référencé par rapport aux étoiles.
et qu'on était obligé de recalibrer régulièrement. En particulier, il y a une chose importante, c'est que quand on est ici au périgée lunaire, ça signifie qu'on est, comment dire, si cette trajectoire-là, je l'ai dit, c'est une trajectoire elliptique qui va se refermer beaucoup plus loin que ça, hein, autour de la Terre. Donc la Terre, elle est dans l'axe là. Et ça veut dire que ici, quand on va effectuer ce freinage, on n'a plus de liaison radio avec la Terre. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est avoir un satellite autour de la Lune qui relaie les communications, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, en fait, au moment où cette opération est conduite, et lors de toutes les orbites qui va y avoir lieu, pendant la moitié du temps, les astronautes sont derrière la Lune et ne communiquent plus avec la Terre. Et pendant l'autre moitié du temps, effectivement, ils sont en communication avec la Terre. Donc là, ils sont en autonomie et donc il faut que leur référentiel soit parfait pour pouvoir positionner correctement tous les paramètres. Le fait est qu'on va leur communiquer la solution de poussée avant, évidemment, qu'ils ne passent derrière. Donc on va leur dire dans quelle direction ils doivent s'orienter par rapport aux étoiles et pendant combien de temps ils doivent pousser. Donc star fixed, ok, on va rester en écliptique ici. Donc l'apogée, j'ai déjà oublié le chiffre, il me semble que c'est 315 km. Et le périgée, 111 km. Bon, là, on est à 80 mètres. Hein. On pourrait garder ce chiffre-là. Il convient tout à fait. On va pas l'embêter pour ça. C'est pas la peine. Et le TRA, je suis plus très sûr de ce que c'est le TRA. Alors, c'est, dit la documentation, une valeur qui, dans le cas d'Apollo, il faut fixer à 20 degrés. Donc, on va mettre 20 degrés. Voilà. Et là, on nous dit qu'on est trop loin pour avoir un résultat de calcul. Donc, pour l'instant, je pense qu'on est encore trop influencé par la gravité terrestre pour pouvoir avoir un résultat de calcul. Notez que cette fois-ci, on ne peut pas régler les temps. On n'a pas les paramètres pour gérer les temps auxquels sont effectuées les poussées. On peut juste fixer cette distance et celle-là. Donc en particulier aussi l'inclinaison, il fallait la régler à l'avance parce que maintenant notre plan d'arrivée vers la Lune, il est fixe, on ne peut pas le changer. Donc on va approcher de la date fatidique 69 me semble-t-il. « 69,08 pour être précis. Donc on en est encore un peu loin. Ah, ici, ça y est, on pourrait calculer. On pourrait calculer une solution maintenant. Je pense qu'on est rentré dans la sphère d'influence lunaire. Et donc l'ordinateur est en mesure de faire un calcul. Donc, faisons-le. Donc voilà, il nous propose une poussée de 234 secondes
par rapport aux données historiques, je regarde 246 secondes, donc là on est un peu mieux. Voilà, on compense notre MCC un peu longue de tout à l'heure. Donc je pense qu'on reste dans les clous, il nous reste encore pas mal de carburant. Et est-ce qu'il nous dit dans combien de temps on va avoir lieu la poussée? Non, ça par contre il ne le dit pas. Ah, alors ça n'a plus la même tête. Ah si, 69 07 31, donc on n'est pas loin du 8, 69 8 20. Donc on est à moins d'une minute de l'horaire historique, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, bah on va avancer vers cet horaire, on va se mettre à peu près à 1 heure. Ah, une chose, voyons si on voit la lune. Alors où elle est passée? On devrait la voir. On devrait voir au moins le Terminator. Ah non, peut-être qu'en fait on en fait le tour. Ouais, je pense qu'elle doit être par là. Il y a des petits bugs d'affichage, des espèces de petits points qui se mettent de calcul. C'est peut-être ça. On va vérifier. Eh ben non, pas du tout. La lune, elle est là. Donc, on la voit pas du tout. Ça devrait être frustrant de s'approcher, de savoir qu'on s'approchait de la lune et de pas pouvoir la voir. Donc, alors, voilà, on est à 1 heure. À 1 heure de l'entrée en orbite. Donc là, 908,27 que nous donne le nouveau calcul. Un peu mieux. Bon, pas grand chose, hein. Mais pas de catastrophe quoi qu'il en soit. Bien, bah dans 1 heure, on va rentrer en orbite autour de la Lune, qu'on ne voit absolument pas. Elle est quelque part par là, mais on la voit pas du tout. Elle est vraiment complètement, on est complètement, comment dire, derrière par rapport au Soleil. C'est vraiment du vol aux instruments, hein. On va refaire un calcul à 30 minutes. Alors 908,24, bon normalement ça devrait pas être pire. Voilà, on a gagné un centième. 1 centimètre par seconde. Donc récapitulons ce qu'on voit ici. Donc là on a le moniteur qui nous donne notre trajectoire actuelle. Donc on est sur cette trajectoire là, ici, et on est au bout du trait là, donc on doit être, je sais pas, quelque part un peu plus loin que par là. On s'approche vraiment. D'ailleurs, est-ce qu'il nous donne l'altitude? Non. Non, il nous donne pas l'altitude, c'est dommage. Et donc là, notre référence est bien la Lune, hein. Il considère, ça y est, que maintenant on est dans la gravitation lunaire et qu'on fait abstraction de la gravitation terrestre. Tous les calculs sont centrés sur le centre de la Lune. Et ici, donc, on a la programmation de notre poussée. Donc là, notre position,
notre trajectoire actuelle, on retrouve grossièrement le schéma qui est là, c'est un petit peu plus zoomé, et en bleu, la trajectoire qu'on devrait adopter. Et donc la poussée devrait commencer ici et se terminer là. Voilà. Et ben maintenant, puisque tout est en ordre, on enclenche l'auto-burn et approchons de la Lune. Donc à 0732, on va regarder le spectacle. Ah bah voilà, voilà. Ça y est, on commence à la voir. Et là, elle commence à être massive, notre Lune. Alors j'accélère pas trop parce que les images sont quand même assez majestueuses. Donc on est toujours en barbecue roll orienté vers la Terre, mais dans pas longtemps, on va perdre le contact avec la Terre. Alors on va avoir une communication, je pense, type LOS, donc Lost of Signal, avec Houston, qui n'est pas forcément complètement synchrone, mais relativement synchrone avec ce qu'on est en train de vivre, enfin ce qu'on est en train de simuler, puisque finalement on a des horaires qui sont relativement proches des horaires historiques. Donc là on est à 15 minutes de la poussée. Pas trop de quoi regarder là. On est à 10 minutes quasiment. 10-11 minutes. La voilà cette communication. Following Houston, 1 minute to LOS, all systems go. Roger, going command reset, tape recorder forward low bit rate. Roger, safe journey, guys. Thanks a lot, troops. We'll see you on the other side. Donc voilà, on a dit 1 minute de la LOS. Donc normalement dans 1 minute la Terre sera cachée par la Lune. Ah, ça marche, hein. Voilà, on voit la Terre disparaître derrière l'horizon lunaire. Et donc il n'y a plus de communication radio. Et donc les contrôleurs au sol étaient assez angoissés à partir de ce moment-là, de savoir ce qui allait se passer, parce que si quelque chose se passait pas bien, là, cette fois-ci, les 3 astronautes étaient en totale autonomie pour résoudre les problèmes. Euh, si la poussée se déroulait pas correctement, c'était à eux de gérer. Il y a quand même une chose à penser, c'est que là, cette trajectoire-là, sur laquelle on est, sur laquelle on se trouve, on va plutôt dans ce sens-là ici, c'est une trajectoire qui, comment dire, nous renvoie vers la Terre naturellement. Il suffirait de faire une petite correction en cours de route pour revenir sans avoir à faire quoi que ce soit sur Terre. Donc c'est assez malin comme méthode. Mais par contre, si la poussée ici est trop forte, trop faible, et ils se mettent en orbite autour de la Lune, et si les moteurs repartent pas, ils sont coincés là. Trop forte, ils s'écrasent sur la Lune, ça c'est moins probable. Mais si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui va pas, on touche à rien et on repart vers la Terre. C'est ce qui s'est passé pour Apollo 13. Bon là, j'ai pas accéléré la simulation, je vais le faire un tout petit peu, quoique on peut aussi profiter de la face cachée de la Lune. Donc ça, c'est la partie de la Lune que aucun être humain n'avait jamais vue avant eux. Les Russes avaient envoyé les premiers une sonde qui avait photographié
la face cachée de la Lune, mais personne ne l'avait vue de ses yeux vus avant, donc le 24 décembre 1968, vers 10 h du matin UTC. Alors, ouais, on va accélérer un petit peu quand même. Allez. Voilà, et puis on va laisser la poussée se faire sans accélération. Voilà. Donc là, comme le CSM est en train de se déplacer vers la gauche et qu'il doit freiner, le moteur ici va se positionner vers la gauche pour freiner la vitesse vers la gauche et pousser vers la droite en définitive. Accélérer vers la droite pour diminuer la vitesse de rotation. Voilà, il est en train de se positionner vers la gauche. Deux minutes. Et donc, pour bien comprendre, on va s'éloigner énormément. Voilà. La Terre est vraiment de l'autre côté. Donc, la seule façon que les personnes du Mission Control aient de savoir si tout s'est bien passé lors de cette poussée d'entrée en orbite, c'est de mesurer le moment où le CSM réapparaît à l'horizon, parce que sur la trajectoire verte, ils vont réapparaître à un certain horaire, et sur la trajectoire bleue, en orbite, ils vont apparaître plus tard. Donc s'ils réapparaissent trop tôt, c'est mauvais signe, ça veut dire que la poussée a été ratée. Alors, combien? 40 secondes avant la poussée. On va se donner un peu de panorama. Voilà. Donc la face cachée de la Lune. Il y a beaucoup d'ombre parce qu'on est proche du terminateur. Ça devrait être, voilà, ça devait être maintenant. Donc la poussée a bien lieu. Et là, notre trajectoire est probablement en train d'être modifiée. On voit pas encore la modification de trajectoire. Donc c'est la ligne verte. Tiens, elle intercepte ici, là. On devrait voir l'intersection bouger et partir vers la gauche.
Voilà, ça se décale légèrement vers la gauche ici. Et comme on l'a vu lors de la TLI, ça va aller relativement vite au début et moins à la fin. Donc là, en fait, on est en train de, on verrait ici, on est en train de réduire l'orbite très très rapidement en réalité. Voilà. Donc nous, on est autour de la Lune ici et la Terre maintenant se trouve beaucoup plus loin. Ça y est, on a une orbite circulaire autour de la Lune. Encore 83 secondes de poussée. Donc c'est quand même une bonne grosse poussée là. On voit ici le carburant qui nous reste. Donc on a encore de quoi rentrer. On peut imaginer que la vitesse qu'on perd, il va falloir la regagner pour rejoindre la Terre. Donc en fait, il nous faut approximativement la même quantité de carburant que celle qu'on vient de consommer pour retourner sur Terre. En fait, c'est pas exact, mais en ordre de grandeur, ça pourrait fonctionner. En réalité, quitter la gravité lunaire demande moins d'énergie que rejoindre la gravité terrestre. Donc les poussées sont pas symétriques. On y est presque. 13 secondes. Là, les deux courbes se superposent quasiment. Voilà, ça y est. Petites corrections qui sont faites par les RCS, les petits moteurs de positionnement. Et voilà, nous voilà en orbite autour de la Lune, avec un périgée à 110 km et une apogée à 315 km, 111 km 315. Génial. Donc là, on va dire que la mission est partiellement remplie. Puisque l'objectif d'Apollo 8 c'était de se mettre en orbite autour de la Lune. Mais en réalité, l'objectif d'Apollo 8 c'est de se mettre en orbite autour de la Lune sur une orbite circulaire. C'est-à-dire une orbite de 211 par 111 km. Donc il va falloir refaire une correction. Il va falloir refaire une LOI. La même opération que celle qu'on vient de conduire maintenant. Alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait en 2 temps, parce qu'ils auraient pu continuer à freiner et ensuite arriver à 111 km ici. Peut-être que justement ils se sont réservés la possibilité de garder du carburant au cas où il y a quelque chose qui aille pas, se mettre en orbite dans un premier temps et puis ensuite au cas où se donner la possibilité de repartir vers la Terre avec plus de carburant au cas où il y a quelque chose qui colle pas. Donc on va attendre
de revoir la Terre. Ce qu'on va faire... Ouf. Ce qu'on va faire, c'est... On va éviter les rotations. Voilà. On sait que la Terre elle se trouve là, quelque part à droite. Et on va pouvoir communiquer avec. Alors il y a un bon point de repère. D'ailleurs, profitons-en qu'on est là. J'ai pas accéléré la simulation. Ici, ce qu'on peut faire, c'est afficher les informations de surface. Alors c'est assez intéressant. Je vais enlever un certain nombre de choses, voilà. Ok, donc ce qu'on peut faire, c'est regarder la surface lunaire, voilà. Et donc on peut afficher en gros une espèce de carte de la Lune. Donc là, ce qu'on voit, ce sont les cratères de la face cachée, donc qu'on ne connaît pas, enfin qu'on ne voit jamais nous, terriens. On peut juste les voir sur des cartes ou sur des images. Je m'aperçois qu'il y a un cratère Cyrano, je ne savais pas qu'il existait. Et donc sur la face cachée de la Lune, il y a un cratère important qui s'appelle Tsiolkovsky, qui est assez caractéristique, facilement repérable. Tiens, quoi? Ah voilà. Hem et et quand on le voit, eh ben, on est à 2 doigts de voir la Terre. Alors, avançons jusqu'à Tsiolkovsky. Oh, 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 oh. Est-ce que je l'aurais pas raté? Ah non, ça ressemble un peu à ça, mais il est plus foncé. J'ai eu un doute, un instant, mais non. C'est marrant parce que en fait, les astronautes, avaient appris à vraiment s'orienter sur la Lune, ils avaient appris la géographie. Ah, le voilà. Il est là. Voilà, comme je disais, avec un mont central, cratère assez large et heu, foncé. Donc si on voit Tsiolkovsky, ça veut dire qu'on va bientôt voir la Terre. Bon, le lever de terre, c'est quand même, quelque chose. Ça a donné lieu à une photographie assez célèbre. Le premier lever de terre, depuis la Lune qui a été photographié. Je crois que c'est Borman qui a fait la photo. Le cratère Pasteur. Et les cratères de la face cachée, évidemment, ont été nommés au XXe siècle, puisque, puisque avant le XXe siècle, avant les photos faites par les Russes, on les connaissait évidemment pas. Voilà, on a passé Tsiolkovsky, donc là maintenant, on va voir apparaître la Terre en très peu de temps.
Si on était sur une trajectoire d'évasion, voilà. Hop, 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 hop. Oh là là, Apollo 8 Houston, over. Apollo Control Houston, Jerry Carr has placed a call. We're standing by. We've heard nothing yet, but we're standing by. Donc en gros, la photo, la célèbre photo, bah, c'est à peu près ça. Il se trouve que je l'ai dans mon bureau, sous les yeux, là, en ce moment. Et c'est à peu près ça les proportions. Sauf qu'évidemment, elle est horizontale. Je trouve ça fascinant. Donc on a entendu évidemment retour. Apollo Control Houston, we're looking at engine data and it looks good. Tank pressures look good. We have not talked yet with the crew, but we're standing by. Donc voilà, maintenant que ils ont repris contact, fin de la LOS, ils ont vérifié, donc ils ont pu constater que effectivement le CSM était à l'heure sur son orbite, donc que l'orbite était correcte, et ils vérifient l'ensemble des paramètres de télémétrie. Tout est OK, et donc ils vont donner un go pour la deuxième LOI qui va, alors on peut la programmer ici, qui va circulariser l'orbite. Right, we've got it. Apollo 8 now in lunar orbit. There's a cheer in this room. This is Apollo Control Houston, switching now to the voice of Jim Lovell. Go ahead, Houston, this is Apollo 8. Very complete. Our orbit is 160.9 by 60.5. 169.1 by 60.5. Apollo 8, this is Houston, roger. 169.1 by 60.5. Good to hear your voice. Donc voilà, on est en orbite, mais on va recirculariser l'orbite. Ce qu'on va faire, c'est que comme on est ici, on va en profiter pour observer un peu la Lune. Je diminue la taille du... Donc Pasteur, à mon avis, est encore sur la face cachée. On ne peut pas le voir. Mais on va arriver sur la face visible de la Lune et donc on va avoir quelques repères connus. Alors, voilà. Donc en fait, ce qu'on voit nous, en général, c'est cette partie-là. On voit bien depuis la Terre. Ah ben on voit Tsiolkovsky ici, là. Donc face cachée, là. Allez, on y retourne. Ah. Alors, non, on n'est pas encore sur les
sur les zones sur lesquelles les missions Apollo ont atterri. Alors là, il y a la mer de la fécondité, on commence à s'approcher. Donc ça, c'est une des grandes mers qu'on peut voir depuis la Terre. Ce que je peux faire, c'est afficher. On va voir en rouge, je vais le faire. Je vais afficher en rouge les zones d'atterrissage d'Apollo. Enfin, il n'y a pas que les zones d'atterrissage d'Apollo d'ailleurs, il y a aussi tous les appareils qui ont atterri. Donc ça, c'est des sondes Luna qui sont des sondes russes. Alors là-haut, on a la mer des crises. Euh, et par là, on va avoir la mer de la Sérénité, donc où a atterri Apollo 11. Visiblement, nous, on est en train de descendre, donc ça va pas être génial sur cette première rotation pour voir les lieux d'atterrissage d'Apollo. En revanche, ce qui est bluffant, c'est le mapping qu'on a là. Ah bah si, Apollo 11, c'est là. Donc en fait, ouais, je sais pas dans quel sens on est orienté, j'ai du mal à trouver le nord. Euh, je disais, le mapping, là, en fait, on a ici, on voit cette météorite là, enfin une météorite qui est arrivée, qui a créé ce cratère et toute l'éjection qu'il y a eu ici. C'est quand même au niveau du rendu, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et quand on fait les atterrissages, on a vraiment tout le relief. Il est pareil, très bien rendu. En revanche, au niveau de la cratérisation, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas la finesse de cratérisation, mais par contre, effectivement, on a tout ce qu'il y a autour qui est vraiment rendu très correctement. Et donc, alors si on va survoler, alors là-haut, c'est là où a atterri Apollo 17, la dernière mission. Donc, en bordure de la mer de la Sérénité, dans un massif qui s'appelle Taurus Littrow. Donc, probablement la mission la plus intéressante de toutes les missions Apollo, où ils sont restés 3 jours à la surface. Et ici, bah, la grande mission historique, donc Apollo 11 qui a atterri ici. Alors malheureusement, on ne pourra pas voir puisque c'est dans le noir. Et donc à côté, on a trois cratères qui ont été dénommés Aldrin, Collins et Armstrong, en hommage aux 3 premiers hommes qui sont allés. Enfin, Collins n'a pas foulé le sol terrestre, mais Aldrin et Armstrong, oui. Donc ici. Les autres missions, on va les trouver un peu plus loin. Ici, c'est peut-être 16. Ouais, 16. Je dirais que c'est Apollo 16 ici. Mais bon, de toute façon, là, on voit rien. On n'arrive pas à lire, mais je suppose que c'est Apollo 16. Et donc, évidemment, tous les atterrissages ont eu lieu
sur la face visible, pour la simple et bonne raison que il fallait pouvoir communiquer avec les astronautes pendant les sorties extravéhiculaires. Là, ici, c'est le point où le troisième étage de la mission Apollo 17 s'est écrasé. Donc, contrairement à Apollo 8 où le troisième étage s'est mis en orbite autour du Soleil, là, il est allé percuter la Lune. Il est allé percuter ici. Et là, il y a le S4B de Apollo 15. Visiblement, ils ont visé le même endroit. Apollo 15 qui devrait être, voilà, ici, là, plus au nord. Bien, on va faire la mise en circularisation de notre orbite et ensuite on va arrêter là. Alors peut-être qu'en fait il n'arrive pas à calculer parce que... Ouais, si, ça devrait marcher. Pourquoi il n'y arrive pas? Bon. Continuons à tourner un peu. Ah, d'ailleurs, la circularisation, ils l'ont pas faite au premier tour, mais au deuxième. Parce qu'ils l'ont faite à 73. Et il faut environ 2 heures pour faire le tour de la Lune. Pourquoi il n'arrive pas à trouver une solution? Ah, là cette fois-ci c'est pas possible parce que... Ok, d'accord. Donc, on accélère. Donc là, il n'est pas capable de me trouver une solution. Ouais, mais il va falloir qu'il en trouve une là. Pourquoi ne me trouve-t-il pas de solution? Alors... essayons à 110. Bon, on s'y prend peut-être un peu trop tôt. Ah, on a 100,03 ici. Alors peut-être il veut pas nous la baisser. Ok, alors on va essayer 111,03.
ou 111.1. Ah voilà, ok. Ok. D'où la nécessité de comprendre ce qu'on est en train de faire quand même, hein, parce qu'il y a des subtilités. Donc en fait, c'est notre périgée qui était à 111 km,04 et donc on peut pas le diminuer. Donc voilà, il nous fallait absolument trouver une solution. Alors si je mettais 111,04, ça marcherait? Je suis pas sûr qu'il puisse le faire. Encore que. Et alors? Ouais bah si, il y arrive. Ouais, du coup je suis pris d'un doute, encore une fois. Essayons 111. Peut-être que maintenant il arrive à faire le calcul. Non. Non, il peut pas. Ouais, c'est sûr, s'il y a un point qui est au-dessus, il peut pas. Donc 111.4 par contre il peut. Ouais. Bon, objectivement, à 40 mètres ou 100 mètres, hein. Allez. Voilà. Ok. Donc on a la solution. 73,22 pour l'horaire d'initialiste, enfin de l'horaire de poussée. Je ralentis un peu parce que je regarde l'horaire historique. C'était 73,35. Donc on a un petit décalage. Une grosse un quart d'heure, 2 minutes, un quart d'heure. Mais bon, on est à peu près dans les clous. Et allons-y pour donc cette dernière poussée qui va durer 9 secondes. Vraiment pas grand chose. Alors je me mets à 30 minutes comme d'habitude. Je refais un calcul et j'enclenche l'autoburn. Voilà. Et maintenant, on avance jusqu'au moment fatidique. Alors encore une fois, on sera sur la face cachée, donc sans communication avec le sol. Voilà, alors on va observer le positionnement. Donc ça va encore être un freinage. Donc là je pense qu'on n'est pas dans le bon sens. Voilà. Bon, le problème c'est qu'on ne voit pas la lune. Mais il me semblait qu'on se déplaçait bien vers la gauche. Et donc on va encore freiner pour... Ici on est au périgée et on va faire descendre l'apogée en freinant. Et on va le faire correspondre avec le cercle bleu qui est ici. La poussée sera brève, 9 secondes. Et à partir de ce moment-là, on sera vraiment, cette fois-ci, en orbite nominale, 111 km autour de la Lune. Orbite circulaire. Poussée dans 134 secondes. On va accélérer un petit peu.
dans 1 minute. Donc là, voilà, on voit bien que on est en poussée de freinage puisque on va diminuer encore notre vitesse. « 28 secondes. » « 15. » 10. Et voilà. 9 secondes de poussée, ça va aller relativement vite. Et voilà, c'est terminé. Et on est sur notre orbite. Donc, à ceci près qu'on n'est pas retourné sur Terre, mais on peut dire mission accomplie. Tout est en ordre. Apollo 8 est en orbite autour de la Lune. Pour la première fois, des hommes sont en orbite autour de la Lune. Et nous sommes le 24 décembre 1968, à 14h13 UTC. Donc je pense que, je ne sais plus si c'est 6 ou, moins, ou 7 heures de moins, mais donc tôt dans la matinée, sur la côte est des États-Unis. Et environ 14 heures, 14 ou 15 heures en Europe. Bien. Eh ben, on va s'arrêter là pour l'instant, pour cette mission. La prochaine fois, on fera quelques observations lunaires puisque en fait, on va avoir de plus en plus de visibilité sur les zones qui vont nous intéresser pour les atterrissages Apollo ultérieurs. Et puis on verra aussi, cette fois-ci, l'opération inverse de retour vers la Terre. Ce que je vais faire avant d'arrêter, c'est que je vais arrêter la rotation. Voilà. Et donc, je vais laisser notre vaisseau tourner autour de la Lune. Enfin, je vais arrêter la simulation, à vrai dire. Donc là, on est vraiment... voilà, Tsiolkovsky devrait être... Non, c'est pas... Il est pas là, il est pas là. Il est où, Tsiolkovsky? C'est vraiment mon point de repère pour savoir que je vais rejoindre... je vais revoir la Terre. Je sais pas où il est, je le vois pas. Bon, peu importe. C'est pas très grave. Bien. Et ben voilà, on arrête ici. À la prochaine. Une petite sauvegarde avant de vous quitter. Ah, voilà, comme ça je suis sûr.